Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous littéraire sur D8, Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite et fin du roman que nous avons poursuivi ensemble, Le Surmal d'Alfred Jarry. Alors dans l'émission précédente, j'ai terminé en vous disant « Bonne nuit qui se couche ». Ça ne veut absolument rien dire, c'est évidemment « Bonne nuit à ceux qui se couchent ». Mais vous le savez, je fais souvent des gaffes, je me trompe souvent de titres de livres. Vous avez eu droit à Arsène Lupin, le gentleman célibataire. Vous avez eu droit également au Jour et le Noir de Stendhal également. Évidemment, je me trompe, je fais des petits lapsus comme ça, mais c'est ce qui fait tout mon charme. Et donc, comme je vous le disais, suite et fin du Surmal d'Alfred Jarry, c'est un roman. Je ne vais pas me tromper dans le titre cette fois. C'est un roman donc écrit en 1902. Alfred Jarry est également l'auteur, entre autres, de la pièce de théâtre Ubu-Roi, qui est assez connue, c'est une de ses pièces maîtresses. Et voilà, c'est un écrivain de la fin du 19e et du début du 20e. Et à propos de ce roman, je vais vous lire une citation que j'ai trouvée très jolie sur ce roman. C'est de Annie Lebrun, dans sa postface au Surmal en 1990, et qui dit « Il est des livres qu'on ne referme plus parce qu'il suffit de les ouvrir pour qu'avec eux s'ouvre l'horizon. Sans changer apparemment, le paysage en acquiert soudain une autre profondeur qui inquiète peu à peu toutes les perspectives. De ce trouble si particulier, dont l'espoir est à lui seul une des rares raisons de lire, le Surmal constitue à mes yeux la plus belle cristallisation. Jamais encore l'amour n'avait été si directement pris comme objet de révolte. » Voilà, je trouvais cette citation assez jolie, donc j'ai voulu la partager avec vous. On va donc poursuivre et finir ce roman. Très bonne soirée à tous et surtout, oui, je cache mon papier derrière les coussins, c'est ma petite astuce. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN tout au long de la soirée pour nous donner vos avis sur ce roman. Très bonne soirée à tous. Hélène est morte, se répétait à travers son sommeil l'Indien tant célébré par Théophraste. Que me reste-t-il d'elle? Le souvenir de sa grâce, son souvenir léger et délicat et parfumé, l'image flottante et délicieuse de la vivante, presque plus délicieuse que la vivante, car je suis sûre qu'elle ne me quittera jamais. Et ce n'est que le désir de l'éternité impossible qui obsède et gâte les joies éphémères des amants. Sa mémoire, je la porterai toujours avec moi, le trophée léger, flottant et parfumé, et immortel de sa mémoire. Un cher fantôme dont la forme ondulante et fluide baigne, hydre voluptueuse, de la caresse de ses tentacules ma tête et mes reins. Sa mémoire un peu sanglante, si parfumée et légère et flottante, tu la porteras comme un Indien chasseur de scalps, sa chevelure. Et du fond de l'être de cet homme si anormal, qui n'avait pu échauffer son cœur qu'à la grâce d'un cadavre, l'aveu de cette certitude monta, arraché par une force. Je l'adore. Chapitre 14. La machine amoureuse. Au moment où Marcueil prononçait « Je l'adore », Hélène n'était plus à ses côtés. Hélène n'était pas morte. Évanouie ou pâmée seulement, les femmes ne meurent jamais de ces aventures-là. Son père accueillit avec stupeur le retour d'un enfant malade, grisé, heureuse et cynique. Et Bathybius, appelé à la hâte, Bathybius, en dépit du masque de la femme et du secret professionnel, en dépit surtout de ses préjugés professionnels, confirma « J'ai vu, aussi vrai
que si je l'avais tenu sous le microscope ou le spéculum, j'ai vu, face à face, l'impossible. Mais les filles délivrées parlèrent et leur jalousie se vengea. Virginie arriva chez Elson et très belle, miraculeusement fardée, le front si pur et les yeux si candides qu'on eût dit la vérité vivante, elle déclara « Le docteur est un vieux fou. Nous avons été là tout le temps. Il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Le second jour, il n'avait encore rien fait. Et quand nous les avons regardés, pour essayer de nous épater, ils se sont aimés 3 fois. Et puis après, la femme n'a plus voulu. » On ne put arracher à Hélène d'autres mots que « je l'aime ». « T'aime-t-il » demanda son père. Quelle que fût la dose de déshonneur versée par le surmâle, l'Américain n'en considérait qu'une conséquence. Il fallait qu'André Marcueil épousât sa fille. « Je l'aime », répondait à tout Hélène. « Alors, il ne t'aime pas ?» dit Elson. Cette prévention causa en grande partie le dénouement tragique de cette histoire. Batibus, désemparé par ce qu'il avait vu, contribua à suggérer à William Elson cette idée. Ce n'est pas un homme, c'est une machine. Il ajouta la vieille phrase qu'il avait pris l'habitude de répéter à tout propos quand il parlait de Marcueil. Cet animal ne veut rien savoir. Il faut qu'il aime ma fille, pourtant, réfléchissait Elson, affolé à la fois et pratique, prêt à se montrer pratique jusqu'à l'absurde s'il était nécessaire. Voyons, docteur, la science doit y pouvoir quelque chose. La science chavirante de Bathybius se serait comparée assez bien à une boussole dont l'aiguille girait comme un tourniquet à macarons pour s'arrêter n'importe où, excepté au nord. Le cerveau du médecin devait être à peu près dans le même état que le dynamomètre brisé un jour par le surmâle. L'Antiquité a eu ses filtres, rêvait le chimiste. Il faudrait pouvoir retrouver les procédés, vieux comme la superstition humaine, de contraindre une âme à l'amour. Arthur Gough, consulté, dit « Il y a la suggestion, l'hypnotisme. C'est infaillible, mais cela est du ressort du docteur. » Bathybius frissonna. Je l'ai vu endormir la femme, l'endormir. In articulo mortis. Pour lui, car elle allait lui enfoncer son épingle dans les yeux, ses yeux feront tomber n'importe qui à la renverse. Personne n'est assez fou pour regarder dans les yeux, la nuit, le fanal double d'une locomotive qui grandit en s'approchant, je suppose. Alors, dit Arthur Gough, revenons à des procédés anciens. Les pères du désert connaissaient une machine qui répond peut-être à ce que nous voulons, si l'on s'en rapporte à ce passage de la vie de saint Hilarion par saint Jérôme. Certes, ta force, démon, doit être bien grande, puisque tu es aussi enchaîné et arrêté par une lame de cuivre et par une tresse de fil. Un appareil magnétoélectrique, dit sans hésiter William Elson. Et c'est ainsi qu'Arthur Gough, le mécanicien capable de tout construire, fut appelé à réaliser la machine la plus insolite des temps modernes, la machine qui n'était pas destinée à produire des effets physiques, mais à influencer des forces considérées jusqu'à ce jour comme insaisissables.
la machine a inspiré l'amour. Si André Marcueil était une machine ou un organisme de fer se jouant des machines, eh bien, la coalition de l'ingénieur, du chimiste et du docteur opposerait machine à machine pour la plus grande sauvegarde de la science, de la médecine et de l'humanité bourgeoise. Si cet homme devenait une mécanique, il fallait bien, par un retour nécessaire à l'équilibre du monde, qu'une autre mécanique fabriquât de l'âme. La construction de l'appareil, pour Arthur Goog, était simple. Il ne donna aux deux autres savants aucune explication. Tout fut équipé en 2 heures. Il s'inspira de l'expérience de Faraday. Entre deux pôles d'un puissant électroaimant, si l'on jette une pièce de cuivre, la pièce, de métal non magnétique, ne peut être influencée. Et pourtant, elle ne tombe pas. Elle descend avec lenteur, comme si quelque fluide visqueux occupait l'espace entre les pôles de l'aimant. Or, si l'on a le courage d'exposer sa tête à la place de la pièce, et Faraday affronta cette expérience, on n'éprouve absolument rien. Ce qui est extraordinaire, c'est précisément qu'on n'éprouve absolument rien. Et ce qui est terrible, c'est que rien n'a jamais signifié autre chose en matière de science que l'on ne sait quoi, la force inattendue, l'X, peut-être la mort. Autre fait connu, qui servit également à établir l'appareil, les condamnés sont électrocutés, d'ordinaire en Amérique, par un courant de 2200 volts. La mort est instantanée. Le corps grille et les convulsions tétaniques sont effrayantes à ce point qu'il semble que l'appareil qui a tué s'acharne sur le cadavre jusqu'à le ressusciter. Or, si l'on est soumis à un courant plus que quadruple, soit 10 000 volts, il ne se passe rien. Notons, pour élucider ce qui va suivre, que l'eau vive des douves actionnait à l'urance une dynamo de 11 000 volts. André Marcueil, toujours plongé dans sa torpeur, fut ligoté sur un fauteuil par ses domestiques. Partout les domestiques obéissent à un docteur quand ce docteur diagnostique que leur maître est malade ou fou. Ses bras et ses jambes étaient écartelés par des courroies et un objet étrange était posé sur son crâne, une sorte de couronne crénelée en platine et dont les dents étaient dirigées vers le bas. Devant et derrière, il semblait qu'il y eût un gros diamant taillé en table, car la couronne était en 2 parties. Chacune munie d'une oreillette de cuivre rouge, doublée d'une éponge imbibée, assurant le contact à gauche et à droite sur les tempes. Les 2 demi-cercles de métal étaient isolés l'un de l'autre par une lame épaisse de verre, dont les extrémités, au-dessus du front et au-dessus de l'occiput, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je ne sais pas, l'occiput, on va dire. L'occiput. Merci en régie de m'éclairer. Il y a des mots comme ça que je découvre en lisant, c'est particulièrement intéressant, hein. Je vais googler tout ça si vous permettez. Et donc, il scintillait comme des cabochons. Marcueil ne s'éveilla point quand les ressorts des 2 plaques latérales lui firent mal aux tempes. Mais c'est à ce moment qu'il rêva de scalp et de chevelure. Le docteur, Arthur Goog et William Elson observaient, invisibles, de la pièce voisine. Et le patient couronné, qu'on n'avait point rhabillé et dont le maquillage était parti par places comme se dédore une statue, offrait un spectacle si peu humain
que les deux Américains qui avaient de la Bible et du Nouveau Testament eurent besoin de quelques minutes de sang-froid et d'appel à leur sens pratique pour chasser l'image pitoyable et surnaturelle du roi des Juifs diadémé d'épines et cloué en croix. Était-ce une force capable de rénover ou de détruire le monde qu'ils avaient mis aux abois? Des déroublements d'électrodes, gainés de gutta-percha et de soie verte, tenaient le surmal en laisse par les tempes. Il serpentait et se perdait, trouant le mur comme une vermine s'enfuit en rongeant quelque part vers le bourdonnement crépitant de la dynamo. William Elson, savant curieux et père pratique, se disposa à lancer le courant. « 1 minute !» dit Arthur Goog. « Qu'y a-t-il » demanda le chimiste. « C'est que, » dit l'ingénieur, « s'il est possible que cet engin donne le résultat désiré, est-il possible aussi qu'il ne donne rien du tout, ou autre chose? Et puis, il a été fabriqué un peu vite. » « Tant mieux, ce sera une expérience, » interrompit Elson, et il pressa le commutateur. André Marqueuil ne bougea pas. Il eut l'air d'éprouver une sensation plutôt agréable. Les 3 savants qui épiaient interprétèrent que Marqueuil comprenait distinctement ce que lui voulait la machine. Car c'est à ce moment précis que, dans son rêve, il proféra « Je l'adore ». La machine fonctionnait donc au gré des prévisions calculées de ses constructeurs. Mais il se passa un phénomène indescriptible qui aurait dû pourtant avoir sa place dans les équations. Tout le monde sait que lorsque 2 machines électrodynamiques sont en contact, c'est celle dont le potentiel est le plus élevé qui charge l'autre. Dans ce circuit antiphysique où était relié le système nerveux du surmâle à ces 11 000 volts qui n'étaient peut-être plus de l'électricité, ni le chimiste, ni le docteur, ni l'ingénieur ne purent nier l'évidence. C'était l'homme qui influençait la machine à inspirer l'amour. Donc, ainsi qu'il était mathématiquement à prévoir si la machine produisait véritablement de l'amour, c'est la machine qui devint amoureuse de l'homme. Arthur Goog descendit en 2 bonds vers la dynamo et téléphona épouvanté que c'était bien elle qui devenait réceptrice et qu'elle tournait à l'envers à une vitesse inconnue et formidable. « Je n'aurais jamais cru cela possible, jamais. Mais c'est si naturel en fait, » murmura le docteur. « En ce temps où le métal et la mécanique sont tout-puissants, il faut bien que l'homme, pour survivre, devienne plus fort que les machines, comme il a été plus fort que les fauves. Simple adaptation au milieu. Mais cet homme-là est le premier de l'avenir. » Cependant, Arthur Goog, d'un geste machinal, et comme il était, à l'instar des 2 autres, un homme pratique, Arthur Goog, pour ne pas laisser perdre cette énergie inattendue, mit la dynamo en relation avec une batterie d'accumulateurs. Le temps de remonter, et il assista à un spectacle terrible. Soit que la tension nerveuse du surmâle eût atteint un trop fabuleux potentiel, soit qu'elle eût défailli au contraire, peut-être parce qu'il était en train de s'éveiller, et que les accumulateurs surchargés par elle tout à l'heure fussent les plus forts et reversèrent leur trop-plein maintenant, soit pour toute autre cause, la couronne de platine passa au rouge-blanc. Dans un paroxysme d'effort douloureux, Marqueuil fit sauter les courroies qui retenaient ses avant-bras et porta les mains à sa tête. Sa couronne, sans doute par un défaut de construction que William Elson reprocha depuis amèrement à Arthur Goog, la plaque de verre pas assez épaisse ou trop fusible,
Sa couronne s'incurva, puis se ploya par le milieu. Les gouttes de verre fondu coulaient, comme des larmes, sur le visage du surmâle. Et touchant le sol, plusieurs explosaient violemment à la manière des larmes bataviques. On sait que le verre liquéfié est trempé dans certaines conditions, ici trempé par l'eau acidulée des éponges de contact, se résout en gouttes explosives. Les 3 spectateurs cachés virent avec netteté la couronne basculer et, devenue mâchoire incandescente, mordre de toutes ses dents l'homme aux tempes. Marcueil hurla et bondit, rompant ses derniers liens, arrachant les électrodes dont les spirales bruissaient derrière lui. Marcueil dévalait les escaliers. Les 3 hommes comprirent ce que peut avoir de lamentablement tragique un chien, une casserole à la queue. Quand ils sortirent sur le perron, ils n'aperçurent plus qu'une silhouette grimaçante que la douleur avait lancée çà et là, à une vitesse surhumaine, par l'avenue, qui s'était cramponnée avec une poigne d'acier à la grille, sans autre dessein que de fuir et de se débattre, et qui avait faussé 2 des barreaux carrés de cette grille monumentale. Cependant, dans le vestibule, les fils rompus tressautaient, électrocutant raide un domestique accouru et mettant le feu à une tenture qui se dévora, sans flamme, avec une lenteur sournoise, ayant l'air de se pourlécher d'une lèvre rouge. Et le corps d'André Marcueil, tout nu et doré par places d'or rouge, restait entortillé autour des barreaux ou les barreaux autour du corps. Le surmâle était mort là, tordu avec le fer. Hélène Nelson est guérie et mariée. Elle a imposé une seule clause à l'acceptation d'un époux, qu'il fût capable de maintenir son amour sur les sages limites des forces humaines. Le trouver a été à peine un jeu. Elle a fait substituer, par un joaillier habile, à la grosse perle d'une bague qu'elle porte fidèlement, une des larmes solides du surmâle. Fin. C'est ici que j'achève ce roman. J'espère que vous avez passé une bonne soirée en ma compagnie. Pour ma part, j'ai été ravie de vous lire ces extraits. On se retrouve très bientôt. Bon courage pour ceux qui se lèvent et qui travaillent. Et bonne nuit pour ceux qui se couchent. Bye bye.